Pourquoi aujourd'hui il faut revenir au nationalisme, bien que la nation ne soit pas, comment dirais-je, la fin des temps. Je veux dire, on peut imaginer qu'il y ait quelque chose d'après la nation. D'ailleurs, avant, il y avait les internationalistes, et puis qui ont servi finalement de cheval de Troie aux mondialistes. Hein. On a bien vu comment les néocons, c'est des trotskistes, juifs ashkénazes, mais je ne vais pas le rappeler, internationalistes, qui se mettent au service des mondialistes, et les mondialistes, c'est pas du tout le même projet. C'est de la domination impériale, brutale, etc. Donc aujourd'hui, pourquoi il faut revenir à l'échelle nationale ? Parce qu'on se rend compte que dans la boîte à outils qui est à notre disposition, la nation historique protège les peuples et leurs acquis sociaux, alors que le mondialisme détruit la condition de vie des peuples, et notamment des peuples qui ont atteint le plus haut niveau social, c'est-à-dire des peuples occidentaux, puisque c'est le principe du mondialisme, c'est mettre à l'intérieur même d'un même pays et même d'une même ville comme Paris, le plus pauvre des Bengalis avec le plus riche des New-Yorkais. Hein. C'est ça la réalité. Donc en fait, il faut revenir au nationalisme, pas parce que c'est l'échelle ultime, même si pour l'instant, historiquement, on n'a rien fait de plus, d'au-delà, puisque l'Empire, c'est toujours une nation qui soumet d'autres nations, mais il faut déjà y revenir, parce qu'il faut sortir du processus de destruction du mondialisme, qui est un antinationalisme destructeur, et pas du tout un internationalisme tel que les révèlent les marxistes, qui serait un au-delà réussi, c'est-à-dire on fait tomber les frontières, et on fait tomber la violence des frontières. C'est vrai que les frontières ont une dimension de violence, je suis d'accord. Alors après, on peut défendre la théorie de la diversité, et que c'est bien de changer de pays, parce qu'il y a le danger de la monoculture. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien qu'il y ait une culture allemande, autrichienne, italienne. Cette richesse culturelle, ça serait une perte. Le mondialisme, on le voit d'ailleurs avec l'Eurovision, ils chantent tous en anglais. Et tu peux absolument pas dire, bien qu'ils représentent des pays, de quel pays ils sont. Ils sont tous dans la novlangue, ils chantent tous en anglais, et ils sont tous effectivement, à part l'exception de 2-3 là, des agents de propagande de l'uniformisation par le bas, mondialiste, hein, avec le marché évidemment, etc., etc. Mais là, en ce moment, avec une analyse sérieuse économico-marxiste, que font d'ailleurs pratiquement tout le monde aujourd'hui, hein, il faut revenir à l'échelle nationale qui protège le citoyen producteur, hein, et qui protège aussi la culture, sans même pour autant penser que c'est l'indépassable, comme disait, comment dirais-je, Sartre, le marxisme est l'horizon indépassable de notre temps. Je ne dis pas que la nation est l'horizon indépassable de notre temps. Je dis que pour pouvoir même dépasser les problèmes nationaux, parce que la nation peut générer des problèmes qu'on a d'ailleurs bien évoqués, c'est pas la peine d'y revenir, hein, chauvinisme, il faut déjà revenir à la notion de nation protectrice, repartir sur les bons rails, se débarrasser du chaos mondialiste, hein, qui est la logique du capital livré à lui-même sans aucun frein, hein, et après même qu'on pourra se reposer la question de la fraternité des nations, d'une organisation supranationale de type Nations Unies, mais bien basée sur des choses saines, avec cette idée que les nations ont à la fois la conscience d'elles-mêmes, mais la conscience du monde dans lequel elles sont, et réfléchissent à leur intérêt bien compris, sans nuire trop aux autres, avec cette logique des échanges régulés, etc. Je veux dire, tout ça est la logique du bien, hein, qu'il y a à la fois des nations qui vivent en bonne intelligence avec d'autres nations, voilà, ce seraient les Nations Unies bien pensées, bien comprises, et non pas les Nations Unies qui sont devenues le cheval de Troie, l'instrument d'un mondialisme qui est la dictature totale de l'oligarchie, qui a pris totalement la possession du monde par le marché et la possession du marché par le capitalisme financier purement ultra spéculatif et uniquement spéculatif, qui s'oppose d'ailleurs au capitalisme entrepreneurial producteur et industriel, qui lui a forcément une dimension nationale, topique de production, etc. Hein. On voit bien que le rôle des crétins trotskistes contemporains, c'est toujours de cacher le capitalisme bancaire derrière le capitalisme entrepreneurial, de parler tout le temps du patron, pour cacher le banquier. Hein. Le problème, c'est pas le patron. Le patron, il y en aura toujours, il en faut d'une certaine manière, et d'ailleurs, dans un État socialiste, il y a un patron, c'est l'État. Hein, parce que voilà, mais c'est du patronat aussi. Il y a toujours, je veux dire là, on est dans quelque chose d'anthropologique. Hein, mais il y a toujours, dans le mondialisme, il y a quand même un quartier général. Ah bien sûr, mais le quartier qui se trouve à Jérusalem. Oui, enfin, il s'est trouvé à un moment donné à Londres, ça s'appelle la City. Il se trouve aussi en partie à New York avec la réserve fédérale américaine et les grands pontes de Wall Street. Et effectivement, on voit bien que le point commun de tout ça, qu'on prenne d'Israéli
qu'on prenne Goldman Sachs, on voit bien, ça s'appelle la Pax Judaica, et puis on comprend Attali qui vous dit Jérusalem, capitale du monde tel qu'il le conçoit. Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. On voit bien qu'il y a des gens qui ont comme projet un projet impérial, d'un système monde inégalitaire qui, en dernière instance, on voit bien qu'on retourne à l'Ancien Testament, et qui aimerait diriger le monde par la maîtrise qu'ils ont, là il faut lire Sombart, qui est l'outil du capital, qui en fait est une ingénierie qu'ils ont eux-mêmes mis en place avec des étapes successives, la lettre de change, la logique des Rothschild, etc. Puis après, les algorithmes ultra rapides qui sont produits par des ingénieurs, mathématiciens, payés grassement par les banques new-yorkaises, etc., etc. Enfin, je veux dire, on peut récapituler tout cet historique, et qu'effectivement, ce qui nous est proposé aujourd'hui, sous couvert de mondialisation heureuse, au nom de la gestion du climat, de l'ouverture des frontières, d'Erasmus, du plaisir qu'on peut avoir à se déplacer partout en étant chez soi partout, le citoyen du monde, je peux vous coller toutes les fadaises très généreuses et très souhaitables, effectivement, quand on les présente comme ça. Derrière, c'est une oligarchie qui s'appuie sur un récit religieux et racial dominateur ultra-violent qui s'appelle l'Ancien Testament, effectivement, et qui n'a rien de pacifique, de réjouissant, et qui n'est pas du tout l'accomplissement de l'internationalisme dont nous parle Besancenot, hein, pas du tout. Hein. On est plutôt sur quelque chose qui ressemble au même, à la même chose que le Germania, le Reich pour Milan d'Hitler. Hein. À part que c'est pas Germania, c'est Jérusalem, quoi. Mais c'est le même niveau de mépris, le même niveau de violence et le même niveau de mensonge. Hein. Je vais sur leur terrain exprès, hein, parce qu'en réalité c'est même bien pire. Parce que je veux dire, à la limite, l'hitlérisme, c'est quelque chose dans l'histoire pas plus important que le bonapartisme. Alors que la Torah et le judaïsme, c'est autrement plus fondateur et autrement plus dur à combattre.